qui le justifiait. Et aujourd'hui, on entend certaines instances, qui sont par exemple des responsables de grandes agences de l'État, qui disent de toutes les façons, ce moratoire, oublions, d'une certaine façon. C'est-à-dire la loi, un moratoire, c'est fait uniquement pour préparer un petit peu le terrain. Il n'y a pas de justification à maintenir le moratoire. Ce qui m'intéresse, c'est ces évolutions-là. Et je me permets juste une observation dans la continuité de ce que je dis. Aujourd'hui, vous avez un débat très intéressant. C'est est-ce qu'on va avoir une loi cadre, c'est-à-dire qu'il va fixer des grands principes généraux. On a partout, hein, la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est aussi des grands principes généraux. Et est-ce qu'on aura une agence, l'agence de la biomédecine, qui va être amenée à gérer au quotidien des évolutions biomédicales et à prendre des décisions. Les choix voilà, pour moi, c'est une question très fondamentale. D'abord, ça se passe déjà à travers le Conseil scientifique et le Conseil d'orientation de l'agence de la biomédecine. Mais voilà une vraie question qui se pose. C'est-à-dire, on nous parle d'un débat national avec un Parlement qui est autorité en cette matière et qui est prêt finalement à déléguer son autorité sur des gens qui ont certainement une bonne foi, mais qui ne sont pas en tous les cas la représentation de la nation. Voilà des questions, moi, qui me semblent plus importantes quasiment que le débat sur le cordon ombilical. Même si, moi je suis d'accord avec vous pour dire qu'on a finalement entrouvert une porte en nous disant rassurez-vous, elle n'est qu'entrouverte, c'est que pour des mobiles thérapeutiques, etc. Et les mêmes disent aujourd'hui c'est hypocrite, elle doit être battante. Donc là vous dénoncez au fond une évolution politique qui était un piège, un leurre. Mais je dirais quand même, la question fondamentale c'est quand même l'embryon, notre regard sur l'embryon. Et là moi j'aurais envie de faire une brève comparaison historique. De tout temps, l'homme a été tenté de dénier l'humanité d'êtres humains qui le gênaient ou qui voulaient posséder l'or. Je pense par exemple au conquistador avec les Indiens d'Amérique. Il y a eu des controverses éthiques et à l'époque, il paraissait absurde de revendiquer la dignité humaine pour des Indiens qu'on ne connaissait pas bien, qui faisaient des sacrifices humains, qui étaient vaguement anthropophages, etc. Et nous qui étions, puisque je me mets du côté conquistador barbares, eh bien, nous avions, c'était facile de dire qu'ils étaient barbares. Et puis petit à petit, l'humanité a humanisé son regard sur ces catégories de personnes et je pense que pour rompre avec la fatalité d'un état d'esprit qu'on pourrait avoir, et bien que progressivement, la vérité sur l'embryon, c'est-à-dire l'humanité de l'embryon, je dirais aussi sa dignité, éclatera. Alors on passe par une phase de transition, puisqu'effectivement la science donne envie d'aller loin, et puis notre conscience éthique est un petit peu fait du ski nautique derrière. Mais on voit bien aujourd'hui un petit retournement en même temps, c'est-à-dire des questionnements qui deviennent importants, et petit à petit je pense qu'on va humaniser ce regard et respecter l'embryon, ça fait partie de l'histoire de l'homme, ça prendra du temps. Si je reprends l'histoire, 84, interdiction de recherche sur l'embryon. 2004, interdiction maintenue, sauf exception. Alors on ouvre effectivement la possibilité de faire ces exceptions aux deux conditions qui ont été dites, c'est-à-dire des possibilités thérapeutiques qui n'ont pas fait leur preuve jusqu'à présent et l'impossibilité d'avoir quelque chose d'équivalent. Quelque chose d'équivalent, on a trois possibilités aujourd'hui dont on a parlé, enfin on n'a pas parlé des expériences de Yamanaka, c'est-à-dire la possibilité, à partir d'une cellule différenciée, par exemple une cellule de peau, de revenir à une totipotence, c'est-à-dire une cellule qui pourra donner autre chose. Moi, quand j'ai fait la biologie dans les années 70, dans mes années de médecine, on m'avait appris comme un postulat absolu en science, il y a beaucoup de dogmes en science aussi, on parle toujours de l'Église, mais je peux vous dire que nos dogmes, au moins, ils tiennent le coup. Tandis que les dogmes scientifiques, je peux vous dire qu'ils ne tiennent pas du tout le coup. En fait, ça c'en était une cellule, quand elle s'est spécialisée, impossible de revenir en arrière. Or, aujourd'hui, on montre que c'est tout à fait possible. Bon, peu importe la technique. Mais donc, il y a trois possibilités. Et on voit bien que peu à peu, la porte s'est ouverte. Alors, on peut toujours avoir l'espérance sur l'humanité. Mais la véritable question qui se pose quand même, c'est qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que c'est que la vie? C'est ces questions-là qui sont derrière. Parce qu'on peut toujours, effectivement, prendre des bouts de ficelle, parler du clonage ou du transfert nucléaire pour pas parler du clonage. Enfin, on va discuter sur des problèmes de vocabulaire. On va discuter... Non, la question, c'est qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce que c'est que la dignité? Sur quoi a été fondée notre humanité? Elle a été fondée sur des principes essentiels. D'abord, la défense du plus faible. Parce qu'on a parlé de la souffrance. Mais on parle de la souffrance des gens qui peuvent causer, qui peuvent avoir la parole. Mais on a parlé tout à l'heure des embryons des handicapés, ils n'ont pas la parole. Ou les personnes âgées ou dans le coma, ils n'ont pas la parole. Donc cela, on s'en fiche. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'Église intervient, parce qu'elle est normalement la voix des sans-voix. Et voilà pourquoi elle n'est pas bien vue d'ailleurs, parce que ceux qui ont la voix, justement, ils parlent plus fort. Mais c'est ça la question. Vous avez l'impression d'être entendu sur ce terrain-là ? J'en sais rien, mais de toute façon, je parle. Donc, puisque justement, j'ai la parole. Donc, il faut bien que je parle au nom de ceux qui n'ont pas la parole. La défense du plus faible, c'est quand même, dans l'apparition des premières lois qui ont été écrites par l'humanité, c'était la défense du plus faible contre le plus fort, c'est-à-dire sortir de la loi de la jungle. Ça, c'est un des premiers principes. Les autres principes, c'était l'égalité en dignité, qui a été très très longue à obtenir, on l'a bien vu, mais enfin, qui à force, a fini par progresser. Je ne dis pas qu'elle a été obtenue, mais j'ai dit qu'elle a progressé jusqu'à, effectivement, l'édification de lois qui le disait, qui le stipulait,
n'a pas été suivi, mais qui le stipulait de manière claire, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme. Bien. Et puis, enfin, aussi, la dignité de la personne. Qu'est-ce qui fonde la dignité d'une personne? Est-ce que cette dignité, elle est simplement une dignité en soi? C'est-à-dire que tout être humain, à partir du moment où il a la vie humaine, possède cette dignité, ou est-ce qu'il y a une dignité qui admet des seuils d'humanité? C'est-à-dire qu'en deçà d'un certain seuil d'humanité, celui-là, sa vie ne vaut pas d'être vécue. Alors qui le décide? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est les médecins? Est-ce que c'est les parents, etc. Donc, comme on a vu Philippine tout à l'heure, est-ce que cette petite fille a une vie qui vaut la peine d'être vécue? Beaucoup de gens aujourd'hui, mais vraiment répondraient en leur âme et conscience, non. Non, sa vie ne vaut pas d'être vécue. Mais on considère, on se met à sa place, mais est-ce que cette petite nous apporte quelque chose? Moi, pendant 10 ans, j'ai soigné, j'ai exercé pendant 12 ans, mais pendant 10 ans, je me suis occupé des foyers d'handicapés qui étaient autour de mon cabinet. Mais je peux vous dire que j'ai appris beaucoup d'eux, je connaissais rien, j'avais aucun a priori. Mais j'ai découvert un monde extraordinaire, un monde qui m'a appris beaucoup de choses. Alors, il y avait les trisomiques, etc., avec qui on peut avoir des relations extraordinaires, mais il y avait aussi des gens, des enfants qui ont fait des encéphalites très graves et qui, apparemment, comme disent les gens aujourd'hui, sont des légumes. Mais je peux vous dire que quand ils vous regardaient dans les yeux, avec cette manière de communiquer qui leur est propre, je peux vous dire, on voit tout de suite que ce sont des êtres humains. Donc c'est ça la question qui se pose derrière. Est-ce que l'homme est au service de la science ou est-ce que c'est la science qui est au service de l'homme? C'est quand même la question fondamentale qui est derrière tout ça. Monsieur le sénateur, oui. Une minute, allez-y. Oui, parce que justement, le progrès de la science n'a pas que du mauvais, y compris quand il s'agit de biosciences et de bioéthique. Et l'histoire récente concernant les cellules souches est vraiment exemplaire et montre bien, d'une part, qu'il y a une accélération du progrès, des connaissances et des techniques, mais que du fait de l'accélération, on peut trouver des solutions qui, peu de temps avant, apparaissaient comme illusoires. C'est ça la leçon partant des cellules souches embryonnaire qui nous amène maintenant, dans un temps finalement relativement court, aux techniques de Yamanaka, dont vous avez expliqué le sens, c'est-à-dire maintenant, on peut transformer des cellules non différenciées en des cellules différenciées, c'est-à-dire ayant des capacités de cellules souches. Et je voulais également dire que le départ de toute cette évolution avait été très mauvais et marqué par l'idéologie beaucoup plus que par la science. J'avais eu la chance de participer à une réunion au Vatican il y a 3 ou 4 ans, où Nicolas Foras, que j'ai connu d'ailleurs à cette occasion, était venu avec quelques autres présenter dans un colloque scientifique quelles étaient les solutions, les perspectives scientifiques concernant les solutions alternatives aux cellules souches embryonnaires. On ne peut pas dire que les médias français, d'ailleurs, aient repris très largement les travaux pourtant de scientifiques sérieux sur ce point. Et désormais, on voit bien que ces possibilités, de mois en mois, apparaissent comme beaucoup plus réalistes que les perspectives qui, après 20 ans de recul, ne se confirment pas concernant l'utilisation des cellules souches embryonnaires, dont, entre autres, le risque de transformation cancéreuse n'est pas maîtrisé. Donc voilà, enfin, on peut se féliciter du progrès et de son accélération. Comme souvent dans ces domaines, on a un côté qui ouvre des perspectives qui paraissent pleines d'espérance, et puis un autre côté, une autre manière de regarder le même sujet qui pose beaucoup plus de questions fondamentales. Et c'est le cas, par exemple, avec les progrès extraordinaires qu'ont connus les dépistages anténataux, quel que soit le moment et la méthode avec lesquelles ils sont pratiqués. Ça permet des choses absolument formidables, comme de soigner beaucoup plus tôt, dès la naissance, des pathologies qui ont été diagnostiquées in utero, voire de soigner in utero, comme on en est de plus en plus capable. Mais ça permet aussi, si l'on ose dire, un autre phénomène, et notamment la quasi-disparition de certaines pathologies, non pas parce qu'on parvient à les soigner, mais simplement parce que ne naissent plus d'enfants porteurs de ces maladies. C'est le cas de l'une d'entre elles, la spina bifida. Nous avons rencontré Claire, qui est atteinte de spina bifida. Comme tous les jours, Claire rentre du travail. À 47 ans, elle vit seule dans son appartement de Saint-Germain-en-Laye. Une vie simple partagée entre le travail, les soirées entre amis et ses engagements dans de nombreuses associations. Simple mais pas banal pour autant, car Claire est atteinte de spina bifida, une malformation congénitale de la colonne vertébrale qui la prive de toute sensibilité dans le bas du corps. Un jour, j'ai eu une expérience assez étonnante. C'était au mariage d'un de mes frères. J'ai été filmée. C'était la première fois, mais vraiment la première fois que je me voyais marcher. Et de ce jour-là, j'ai compris qu'on pouvait me considérer comme une personne handicapée. Claire est la 5e d'une fratrie de 6 enfants. Dès sa naissance, son parcours a été semé d'embûches, notamment à cause du corps médical très sceptique quant à ses chances de survie.
On a dit à maman, au tout départ, qu'il ne fallait pas s'attacher à moi parce que je ne vivrais pas. Dans les mois, années qu'on suivit, on a dit aux parents, vous attachez pas à elle, elle vit, mais vous attachez pas à elle parce qu'il va falloir que vous la placiez. Et pourtant, ses parents